Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle interview en compagnie de Philippe Valmont. Philippe Valmont qui fait du théâtre, qui a commencé par le théâtre, si je dis pas de bêtises, Absolument. et qui a aussi fait de la BD. Il faudra que je te pose des questions là-dessus parce que je n'ai rien trouvé sur internet, je veux des réponses. Et puis, eh bien, il y a la VF, évidemment, vous le connaissez comme doubleur, comédien de doublage, notamment sur Batman dans The Dark Knight, était une voix récurrente en fait de Christian Bale en fait. Oui. Et puis, ben, tout d'abord, avant de parler théâtre, BD et VF, on va parler de Vacances sur Terre, un tout petit peu, voilà. Ah oui, on est là pour ça, parce qu'il faut marteler le message. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas encore vu mon interview de Igor Pejic, donc qui sera le réalisateur de ce film, je vous invite à aller voir l'interview pour avoir beaucoup plus d'informations. Allez voir la page du crowdfunding, voilà, sur Hello Asso, je mettrai le lien en description. Et puis ben, la première question qui se pose, c'est comment t'as atterri là? Comment t'as atterri sur Vacances sur Terre en fait? Ben, comme tu le disais, j'ai un parcours de comédien de théâtre depuis 93, parce que c'est là où Mhm. j'ai commencé le métier. Et j'ai peu tourné. J'ai fait des apparitions dans des petits trucs, des sitcoms AB Productions pour payer mon loyer, des trucs un peu. Attends, bah, dans ce cas-là, moi je veux savoir. Je veux, je veux Non, savoir. mais les casseroles, elles sont faciles à trouver pour qui cherche. Et Ah c'est bon, vraiment de la bonne gamelle, quoi. on ira Bien. chercher. Mais il y a un fond en fonte. Non, non, tu fais pas une insert. Ah, ça, je t'en supplie. Vous irez chercher de votre côté, les abonnés. Donc voilà, en fait, non, non, le cœur de mon métier, c'est le théâtre. J'avais ma propre compagnie de 95 à 99. Mhm. J'écrivais les spectacles, je les mettais en scène Ouais. et j'en jouais dans certains. Et j'ai beaucoup joué pour d'autres metteurs en scène et d'autres compagnies. Et en 94 est arrivé le doublage, donc je faisais en même temps et du théâtre et du doublage. Et, euh, et j'ai peu tourné en fait parce que tout ça était voilà ça m'a comblé. Je suis très très content. Et depuis 2 ans, enfin 1 an et demi maintenant, je travaille avec un gars sur la méthode Lee Strasberg de l'acteur studio qui s'appelle Sébastien Gimbert, qui a monté l'APA, l'atelier professionnel des acteurs à Paris. Et on travaille sur cette méthode de façon très intensive. Et l'objectif pour moi, c'est de mettre un peu les batteries à plein, de changer ma façon de travailler et, euh, et de m'alimenter très différemment de ce que je fais depuis 30 ans maintenant que je fais le métier. Donc voilà, j'ai passé un casting tout simplement parce que j'avais envie le personnage me parlait, je pensais que je pouvais y faire quelque chose Mhm. et et voilà. Et puis la rencontre avec Igor et le reste de l'équipe a été assez évidente. On pouvait faire quelque chose ensemble, quoi. Ouais. Donc Igor, en fait, à la base, tu le connaissais pas. C'est vraiment par pur hasard, t'es tombé sur le casting et. Voilà, tout à fait, sur casting. Et c'est là que ça a matché. Et D'accord. on devait normalement tourner cette année au mois de mai et juin 2020. Et donc, Covid arrivant, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on allait déporter le tournage en septembre-octobre? Et pour des raisons essentiellement esthétiques, Ouais. puisque ça se passe dans une forêt, il y a une unité de décor, on avait besoin d'avoir cette verdoyance du printemps. Pour la narration, c'est important. Euh, vous verrez si vous regardez les courts-métrages d'Igor sur ce qu'il a fait dans l'idée de départ de ce scénario. Euh, il a une patte graphique qui est très 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 définie, très claire, et il a besoin d'une belle verdure. Donc le printemps, c'est absolument ce qu'il nous faut. Le septembre-octobre, la végétation est cramée, surtout avec les climats qu'on a maintenant, et qu'on va tourner dans la région de Toulouse pendant cette semaine. Donc on a besoin d'avoir un décor, voilà, printanier. Ouais, ouais, j'en parlais avec Igor justement. C'est vrai que quand on voit, et je reprends toujours l'épisode parce que
de Paradisiaque avec Bruno Salomon parce que c'est là où on le voit le plus. Et puis le court-métrage avec Le Champ de blé. Mais c'est vrai qu'il fait ressortir toutes les couleurs de la nature, mais puissance 1000 quoi. C'est-à-dire que même dans la réalité, enfin, t'arrives pas à voir des couleurs aussi vives en fait. Oui, oui, et puis dans l'épisode de Paradisiaque avec Dominique Pinon, par exemple, tu as l'intervention des animaux, là, il y a une fraîcheur de la Mm. nature qui est nécessaire, et je veux rien dévoiler de l'histoire, mais c'est important qu'on soit dans ce Ouais. cadre esthétique-là, parce que voilà, la conduite dramatique du film a besoin de ça. Ok. Bon, de toute façon, on n'en dira pas plus sur Vacances sur Terre. Non, Si non, ce n'est aller sur la page Hello Asso, vraiment, parce que, en fait, Igor m'avait contacté par pur hasard, parce qu'il connaissait ma chaîne, en fait, et il m'a dit, bah tiens, je fais un projet, et en fait, j'ai regardé le projet, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, mais c'est un malade ce mec. Il faut voir ce truc. Moi, je veux vraiment voir ce truc se réaliser. C'est pour ça, de toute façon, que j'ai invité Igor, que je t'invite toi. C'est parce que je veux dire aux gens, mais aider ce projet, quoi. Parce que ça a l'air complètement fou. et ce qui est assez intéressant, c'est que ce principe de crowdfunding, c'est loin d'être anodin. On est dans une situation où les gros producteurs changent. Mm. On a, par exemple, pour donner cet exemple, Netflix qui est maintenant aussi un acteur majeur de la production et du lancement des projets. Et le crowdfunding vient dans ce genre de projet, c'est une façon très nouvelle d'aborder la production cinématographique. Si on a un budget entièrement crowdfundé, ça sera pas le cas, mais parce qu'il y a déjà des capitaux, mais Mm, mm. le crowdfunding amène une dynamique d'équipe qui est que je trouve très dans l'air du temps. Enfin, il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Et on tourne avec beaucoup moins de moyens, on a besoin de moins de moyens pour tourner. Et c'est pas pour autant qu'on fera pas de la qualité, parce qu'il y a une équipe technique qui est redoutable. Moi, ça a été un des arguments qui m'a lancé sur ce projet quand j'ai vu la qualité et l'expérience des gens qu'il y avait derrière. En Mm. technique, notre chef pop, et le maquillage qui va être très important, les lumières, tout ça, voilà, il y a vraiment du savoir-faire. Donc moi, pour moi, ça m'a rassuré au début quand je suis arrivé là-dessus, sur le projet. Et cette idée de crowdfunding, ça participe à une dynamique collective qui est assez nouvelle. Et je trouve ça génial, quoi, d'investir un petit peu de sous, ne serait-ce que des investissements de base. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait plein de gens, une quantité de gens. C'est Pas ça. des gros hommes, mais une quantité de gens. Parce que ça crée une dynamique, ça crée une équipe, quoi. Et puis ça va vite parce que, enfin, même les gens qui peuvent pas nécessairement financer, admettons, toujours partager le projet déjà, mais ne serait-ce que tu partages le projet et tu le fais connaître, je sais pas, à 30 000 personnes, et ces 30 000 personnes mettent chacune 1 euro. C'est bon, c'est plié, tu vois. Tu achètes ton billet 10 balles hein, au lieu de l'acheter en salle. Et voilà, et tu as participé à cette dynamique-là. Hmm. Bah, alors Et moi j'ai ça, pris l'option c'est pour hyper. avoir. Moi, je l'ai financé. Du coup, j'ai financé. J'ai pris l'option pour avoir le petit DVD Blu-ray parce que je suis un défendeur du support physique. Surtout là, encore avec Disney+, ce qu'ils viennent de nous annoncer aujourd'hui. Bon, les DVD Blu-ray, je pense pas qu'ils vont investir dedans à l'avenir non plus. Hein, tout va rester sur la plateforme. Pété, quoi. Pété. Et donc voilà. Mais bon, voilà. Ouais, bah il faut. Mais je crois que tu as une collection de mugs derrière toi. Il y a un mug Vacances sur Terre aussi. Ah, alors, oui, il y a le mug Vacances sur Terre aussi, si vous voulez. Bon, là, c'est le Boulogne Horror Show, c'est encore une autre histoire. L'idée, c'est vraiment de participer avec cet état d'esprit-là. Voilà, t'as mis 10 balles et tu fais partie de l'équipe, quoi. C'est ça, puis ça te fait un petit souvenir, tu vois, quand tu vois le mug ou même le DVD, tu te dis, il y a un peu de moi là-dedans, quoi. Ah ouais. Donc, Mais c'est vraiment dans l'air du temps. Je veux dire, la façon de s'engager dans quelque chose, elle évolue. hmm, Aujourd'hui, on ne sent pas forcément que ce soit fait par ailleurs. Et voilà, juste des petits trucs. Mais Internet nous permet de toucher tellement de gens que une petite participation et ça y est, t'enclenches le truc, quoi. c'est ça, c'est ça. Et je pense que l'avenir est là dans beaucoup de choses. Oh, de On plus en le plus. fait déjà depuis des années dans le théâtre. Hmm. Euh,
là que ça vienne toucher un long métrage, moi je trouve ça fun, quoi. Ah ouais, ouais. Et justement, bah, tu vois, tu me fais très bien la transition parce que comme tu parles de théâtre, tu bossé, sur, Cabaret. T'avais un rôle dans Cabaret, donc la version de Sam Mendes. On en avait parlé un petit peu en off et tu m'avais dit justement que, il était venu vous voir, en fait. Et donc si tu pouvais nous raconter un peu, comment il est arrivé sur pour vous voir, et puis, ben, pourquoi pas aussi nous dire un peu comment il procède? Parce que il est très théâtral déjà dans son cinéma, donc j'aimerais savoir un petit peu au niveau théâtre ce que ça donne. On avait été mis en scène par son assistant qui s'appelle Beatty McNichols. Mhm. Il faut savoir que c'est une production qui avait été créée à Broadway en 97, mais tu vérifieras et tu mettras des inserts Oui, pour. oui, t'inquiète pas. Ça avait eu un énorme succès. Donc, une grosse maison de production qui s'appelle Stage Entertainment avait acheté la licence pour le tourner dans le monde entier. Et le principe, c'est que on investissait, enfin, l'équipe de Stage Entertainment investissait un théâtre pendant un an, créait un livret dans la langue du pays et faisait une distribution entièrement dans ce pays et lançait le spectacle. C'est ce qui s'est passé en France. On a été le 14e pays à monter ce spectacle. Donc le livret a été magistralement adapté, les chansons, c'est extraordinaire le travail d'adaptation qui a été fait. Et donc Beatty McNichols nous a mis en scène. On a commencé vers la fin du mois de août jusque tout le mois de septembre aussi. On a commencé début octobre de mémoire. Il y avait un mois et demi de répétition et il s'avère que Stage Entertainment avait acheté le théâtre de Mogador et ils ont fait des travaux dans ce théâtre, travaux colossaux. Ils ont respecté tout ce qui était protégé monument historique, mais ils ont ouvert la cage de scène de 1 fois et demie. Ils ont acheté l'immeuble qu'il y avait à côté pour faire des salles de répétition, des salles de danse. C'est extraordinaire le boulot qu'ils ont fait. C'est un lieu de comédie musicale hallucinant, Mogador maintenant. Et donc, pendant les travaux, nous, on a joué le spectacle et on l'a créé aux Folies Bergères. Et Cabaret, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'un romancier américain qui arrive à Berlin et qui tombe fou amoureux d'une meneuse de revue, Sally Bowles. Lui, il s'appelle Clifford Bradshaw. Et Sally Bowles, en fait, au bout d'un moment, leur histoire d'amour, elle préfère rester à Berlin et vivre sa vie d'artiste plutôt que de partir avec lui, alors que ils allaient avoir un enfant, etc. Enfin, c'est une histoire assez tough. Et derrière ça, il y a la montée du nazisme. Donc, c'est toute cette... Et donc, ça se passait à Berlin dans les années 30, une vie assez rude. Et il faut savoir que les Folies Bergères existaient déjà dans les années 30. Et il y a sous les Folies Bergères, et le décor est identique aux années 30. Même les Folies Bergères sur le théâtre, l'écriteau, il est typiquement de cette époque-là, quoi. C'est l'écriture. Années 20. Ouais, Années 20. voilà, c'est ça, c'est très années folles. Hein. Ouais. Et donc, ils avaient enlevé les 200 places de l'orchestre, et ils avaient mis des tables avec des petites chaises autour, comme le Kit Kat Club. Et le spectacle se passe au Kit Kat Club, en fait. Ce cabaret où chante Sally Bowles dans Berlin. Et donc, il y avait une espèce d'émulation très particulière parce que c'était pas une mise en scène frontale. On rentrait, moi, il y avait des scènes où je descendais de scène et j'étais avec un téléphone et je parlais à Sally qui était sur une passerelle en métal à l'autre bout de la pièce et on se parlait comme ça, on avait des douches. C'était magique, vraiment magique. Donc, voilà, Sam Mendes entend parler de ça et il nous dit, OK, je viens et je serre les boulons de la mise en scène. Et waouh. Et voilà, pendant 2 jours, il nous a fait travailler. On était beaucoup. Donc, si tu veux, il arrivait sur des scènes à faire travailler. Et en fait, ce qu'on n'arrivait pas, ce qui était assez compliqué, c'est que son propos, c'était que les 1300 personnes qui étaient dans la salle devaient regarder au même moment la même action. Donc, d'accord. Tout était fait pour qu'il n'y ait aucun parazitage. Parce que je comprenais pas pourquoi je disais à Sally, mais Sally, on part demain et j'allumais ma cigarette à ce moment-là. Et parce que l'action devait rester sur moi, le regard devait rester sur moi. D'accord. Pendant juste après, elle se retournait
elle faisait une autre action, et ça fait qu'il n'y avait aucun parasitage. Et les 1300 personnes regardaient en permanence exactement la même chose. Mais c'est dingue ce que tu me dis là, parce que juste, en fait, là déjà, il y a quelque chose de très cinématographique, dans le sens où, certes, il a pas de caméra, mais du coup, il cherche à tout prix à quand même cadrer le regard des spectateurs, Absolument. chose qu'au théâtre, normalement, enfin, évidemment, tu peux réussir à le faire, mais le théâtre, justement, le principe, c'est que tu peux regarder un peu partout, et donc là, c'est intéressant ce que tu dis. Et il faut se rappeler que c'est une comédie musicale. Et ce que disait Sam Mendes, c'est une pièce de théâtre dans laquelle il y a des chansons. Lui, il le voyait comme ça. Et quand tu as 60 personnes sur scène, c'était énorme, l'équipe était énorme. Il y avait des techniciens derrière. Il y avait des moments où je sortais de scène. Quand tu sors de scène, tu es aveuglé, tu as 4000 watts dans les yeux. Tu vois, tu te retournes, tu ouvres la porte. Et là, il fallait que quelqu'un me prenne les épaules, referme la porte derrière moi, me prenne les épaules, il me changeait, hop, il me remettait mes accessoires, il me retournait. J'étais une marionnette molle. Il me retournait. Et puis il se mettait comme ça, le gars avec son micro HF, il se mettait comme ça, il me faisait top. Et il me donnait le top. Parce qu'il avait on avait des caméras sur scène qui permettaient d'avoir des moniteurs derrière, le décor, pour voir exactement à quel moment je rentrais. Et c'était que ça, c'était fabuleux, quoi. Donc tout était vraiment réglé au cordeau. Et comme tu le dis, c'est du cadrage cinématographique parce que ça devait pas s'arrêter. C'est ça. Bah, comme en fait, justement, je repensais aussi à 1917, où certes, il y a des coupures entre les plans séquences, mais on retrouve cette idée du plan séquence où la caméra ne doit pas s'arrêter, où l'action ne doit pas s'arrêter. Et donc, en fait, il nous a fait une sorte de 1917 où il a essayé d'effacer une sorte de hors-champ qui est finalement dans le champ des spectateurs, quoi. Donc, ouais, c'est assez intéressant. C'est dommage, moi j'aurais bien voulu voir ça, quoi. C'est un grand bonhomme. Hein. Ah C'est ouais, un ouais. grand. Mais quand, après les 2 jours de travail, on s'est regardé, on s'est dit, ouais, on a compris pourquoi il y a un Oscar. Tu m'étonnes. Mais Magique. du coup, Magique. comme il est minutieux, ça a dû être dur, quoi, les 2 jours de répétition, non? Ça va? Non, non, parce que on avait 1 mois et demi de répète dans les pattes, donc tout était en Oui, donc place. t'étais déjà. Oui. Il venait pour serrer les boulons, tu vois, te dire, attention, regarde là, tu vois, si tu fais ça comme ça, lui, il est en carafe, une demi-seconde. Alors, hop, ok, ben évidemment, tu vois, et tout s'éclairait. Non, c'est remarquable. Et le spectacle a cartonné, quoi. Carton plein. Alors, bah, c'est cool que tu parles de théâtre, parce que justement, on va parler de VF à la fin de l'interview, c'est sûr. Mais j'avais envie de parler aussi un peu de théâtre, et puis parce que, ben oui, tu fais du théâtre, il faut le rappeler quand même. Et, et, comment? J'ai pas entendu. C'est le cœur du métier. Oui, voilà, c'est ça, c'est que t'as beaucoup de gens qui rêvent de faire du doublage, et il faut bien comprendre que, pour faire du doublage, déjà, il faut avoir des notions de comédie, de jeu, et surtout, beaucoup de doubleurs, enfin de comédiens de doublage, pardon, font du théâtre en fait à côté. On les voit surtout au théâtre, et comédien de doublage, c'est accessoire, quoi. Après, t'en as comme Donald, enfin Donald Renew, qui eux sont vraiment doublage, 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 mais encore, même lui, il fait des choses à côté, quoi. C'est de l'interprétation. C'est ça. Et voilà, avec des circonstances imposées qui sont très précises, puisqu'on rentre dans les chaussons de quelqu'un d'autre. Donc on a une contrainte technique qui est encore plus grande que la liberté qu'on peut avoir sur un plateau. Mais c'est avant tout de l'interprétation. Il faut qu'on recrée dans l'instant ce qui se passe, la vie qui est là. Et justement, avant de parler de doublage, moi je veux qu'on parle de cette BD. Je l'ai bien mérité aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai bien mérité. Les aventures de Todd Berova, malheureusement, ne sont pas sorties. On avait une très très bonne approche dans une maison d'édition que je tairais, et puis le projet s'est pas fait. Donc on était très déçus parce que j'avais travaillé sur 3 tomes, parce que quand tu lances quelque chose comme ça, les maisons d'édition veulent aller très vite, et il y a des contraintes de calendrier qui deviennent dingues. Philippe, le graphiste, avait à bosser, mais comme des fous, comme un dingue. Donc moi j'avais anticipé énormément pour lui faciliter le boulot, pour qu'on ait une vision un peu plus globale du truc, et le projet a capoté. Voilà. D'accord. Donc il est toujours dans les cartons. J'ai des très belles planches
de tous les personnages. On a la Bible, on a de très belles planches, même qui sont faites du premier opus. Mais voilà, pour le moment, ça reste un joli carton. Et justement, parce que on parlait de crowdfunding tout à l'heure, parce que de toute façon, là, on sait que les éditeurs, ils vont rien faire de nouveau en ce moment parce qu'ils ont eu beaucoup de retard avec le confinement, donc tout leur calendrier est en décalage. Mais du coup, ça t'intéresserait pas, justement, d'essayer de le proposer sous une forme crowdfunding, en fait? Non. Pour t'auto-éditer, non? Non, parce que je réfléchis à d'autres choses. Cette histoire peut devenir autre chose. D'accord, ça peut attendre, quoi. T'es pas spécialement Ah pressé. ouais, ouais. Ok. J'ai pas, là, avec, je te dis, avec le training qu'on fait en tant que comédien, j'ai beaucoup de boulot. Donc, je me sens pas de me remettre 3 à 6 mois dans ce projet-là. Ouais, je vois. Bah, du coup, maintenant, on va en arriver au doublage parce que je le sais que les gens ils attendent ça, hein. Je vais essayer de pas répéter ce qui a été dit ailleurs, notamment chez Aurel, hein, que je connais. Donc, du coup, allez voir aussi l'interview que Philippe a fait chez Aurel. Je mettrai le lien en description, voilà, petite pub pour lui. Donc, tout d'abord, il faut quand même que je dise que t'es ben, une des premières voix que j'ai entendues au cinéma, parce que un de mes premiers films, bah, c'était Spider-Man, et donc tu fais Harry Osborn, donc James Franco. Donc c'était, et c'est vrai que quand j'entends ta voix aujourd'hui, bah, t'as quand même, elle a quand même évolué ta voix, hein, Il y a 20 ans de plus, quoi. C'est ça quoi. T'es Mais un peu plus dans les graves. je peux devenir extrêmement léger si j'en ai envie. Alors, D'accord. il y aura un petit grain, mais je peux le prendre plus léger. Il y a des comédiens que je double plus léger que mon médium. Ok. C'est Luc pas. Hudson, par exemple, qui est toujours dans une dynamique plus de comédie, c'est un comédien, voilà, je lui mets une autre dynamique. Moi, je sers ce qui se passe à l'écran, si tu veux. Donc, si le mec, il est vif, léger, etc., je vais effectivement pas être dans mes basses et pas l'alourdir. Je sers ce qui se passe. Alors, je regardais ta fiche Wikipédia et je me suis rendu compte de quelque chose. Faudrait que j'aille la regarder. Eh ben, on va peut-être pouvoir aider la page parce que j'ai vu que des gens avaient mis que tu avais fait une voix dans 3 films, mais ils savent pas. Ils ont mis point d'interrogation, soit parce qu'ils sont pas sûrs du rôle, soit parce qu'ils savent même pas ce que tu as fait dedans. Donc j'en ai 3. Je vais te demander si tu te rappelles avoir fait quelque chose dans ces films. Dis-moi. Alors, dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, apparemment, tu ferais le journaliste radio. Absolument. D'accord, donc ça c'est validé. C'est une scène, effectivement, je crois que c'est le début du film, où il est dans une espèce de snack sur le quai de la gare, et il y a une narration, un journaliste sur la télé derrière, et puis il a une relation de séduction avec quelqu'un, je crois, et ça dure très très longtemps. Et apparemment, t'aurais récidivé du coup dans Harry Potter et les reliques de la mort. Là, tu sais pas. Mais moi, ça m'étonne déjà que tu te rappelles pour Le Prince de Sang Mêlé, parce que c'est un petit passage comme ça. Sur toute Oui. ta carrière de doublage, comment t'arrives à te rappeler d'un petit truc comme ça, quoi? Bah, je vais te dire précisément pourquoi, parce que j'étais sous la direction de Madame Jenny Girard. D'accord, ouais. Une directrice artistique absolument éblouissante, qui avait une façon de nous faire travailler que j'ai rarement retrouvé ailleurs. Elle te donnait un sentiment de confiance et qui permettait des choses très rares. D'accord, ouais. Donc en fait, c'était une belle expérience, quoi. Oui. Tous les enregistrements que j'ai fait avec Jenny Girard, c'était vraiment exceptionnel. Et c'est Jenny qui m'a casté sur Christian Bale sur Batman. D'accord. Et ben elle a eu du flair. Là, bien joué, bien joué. D'ailleurs, j'ai le t-shirt Batman. Écoute, ça a été très drôle ce casting parce que avec Laurie Roth qui dirigeait la Warner, elles m'ont accueilli en studio et voilà, on avait entendu parler de ce film, etc. Et il y avait d'abord à trouver la voix de Batman parce que Bruce Wayne, voilà, c'est un dandy. Elle est pas compliquée à trouver, mais la voix de Batman, il fallait vraiment trouver
ce qu'il dit dans la scène dans l'avion, lorsqu'il raconte à Alfred que il doit trouver un symbole qui inspire la peur. Ouais. Tu vois. Et donc, et tout le travail de Christopher Nolan avec Christian Bale, ça a été ça, de trouver ce qui pouvait susciter la peur chez son ennemi. Et donc on a travaillé là-dessus et c'est venu très vite. Et j'avais pas à me faire mal. Tu vois. Le problème, c'est que tu peux te faire mal au corps vocal. Ouais, c'est ça. On a assez facilement trouvé quelque chose où ça matchait parce que et c'était simple. Donc youpi quoi. Et d'ailleurs, comme tu parles il reste un troisième film, et j'ai quand même une question, parce que tu parles de directeur artistique. Est-ce que toi, un jour, ça t'intéresserait de le faire? Parce qu'il me semble que tu l'as jamais fait en fait. J'ai jamais fait. Et ça t'intéresserait toi de éventuellement le faire? Non. Non? Non parce que la direction d'acteur me passionne et je pense pas que je serais capable de contraindre un comédien dans les limites de ce qui est nécessaire pour le doublage. C'est très compliqué. C'est vraiment difficile. C'est un travail très ténu entre laisser l'artiste vraiment vivre le truc et l'exprimer et ce qui est nécessaire de faire à l'image. Ouais. Tu vois, il y a vraiment besoin de ça. Et donc, je pense pas que je serais brillant là-dedans. Ouais, Voilà. d'accord, je vois. Et donc, le troisième film, c'est Prince of Persia. Oh là là, oui, alors j'ai des images qui reviennent d'un gars qui monte un mur, mais super vague. C'est bien Prince of Persia. Mais là, ils savent pas. Tu as juste un point d'interrogation. Les gens savent que t'es dedans, mais ils savent pas où. Et elle doit être gigantesque, cette page Wikipédia. Il y a des trucs aussi précis que ça. Ah oui, bah il y a même les courts-métrages que t'as fait dans les années 90, à la fin des années 90. Ah bon? Ouais, t'as fait 3 courts-métrages, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ils sont dedans. En tant que réalisateur. Alors attends, je l'ai sous les yeux. Ouais, donc t'as L'Indifférent, X213, ça c'est en tant qu'acteur. Ouais, je les ai joués. Ça c'est ouais. Non, parce que les courts-métrages que j'ai fait en tant que réalisateur, je les ai jamais montrés. Ah oui, d'accord. Mais il y a tes 3 pièces que t'avais fait aussi dans les années 90. Donc ouais, franchement, elle est fournie. Non, moi, génial. Oui, on parlait de Batman. Alors, évidemment, la question qui va se poser, c'est que tu as fait la voix d'Heath Ledger sur 3 films. Tu as fait Chevalier, Les Frères Grimm et l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu aurais préféré faire le Joker dans The Dark Knight et ne jamais faire Batman? Ou alors, Batman, c'est quelque chose où tu te dis, ouais, non, bon, j'ai quand même renoncé au Joker, mais Batman, c'est quand même ouf. Sachant que t'as fait Lego Batman derrière, et ça, c'était vraiment fun, donc... Alors, quand je suis arrivé en studio et que j'ai vu Laurie Rowe qui dirigeait la Warner à cette époque-là, je l'ai regardé et je lui ai dit, est-ce qu'on peut dealer pour que je fasse le Joker? Trouve un autre Batman. Et elle m'a regardé, elle fait... Voilà, il n'y avait pas de débat là-dessus. Non, c'est... je suis très 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 content du boulot que j'ai fait et pourtant je suis assez critique avec moi-même, mais sur l'Imaginarium du Docteur Parnassus, parce que c'est un comédien d'une telle fraîcheur, d'une telle, en plus dirigé par Terry Gilliam, où il y avait énormément de liberté de jeu. Bah oui. Et le personnage comprend tout en rupture et fallait rentrer là-dedans. Donc je suis pas mécontent, c'est pas dégueu quoi ce que j'ai fait là. Donc ça, je suis vraiment content pour ça dans cette rencontre avec ce comédien. Après, le choix m'appartient pas. Oui, bien sûr, bah oui. J'étais déjà tellement heureux de pouvoir travailler sur Christian Bale que voilà, ce choix ne m'appartient pas. Et pareil, Chevalier, je l'ai quand j'avais 14-15 ans, je l'ai poncé. Donc je connaissais ta voix par cœur. Changer son étoile, tout ça, c'est ancré là, tu vois.
Il est magique ce film. Il est Ah oui, magique. mais j'adore l'anachronisme qu'il y a dedans, c'est-à-dire que te foutre du Queen, du David Bowie, ça n'a rien à faire là et pourtant ça colle tellement à l'ambiance que le réal a essayé de faire, quoi. Et la distribution est super. Bérénice Bejo, elle est improbable dans sur cette princesse Mmh. et ça a peu de Dieu quoi. Et ça donne ce truc pop, ce truc très authentique. C'est une nana qui travaille vraiment dans l'organicité. Enfin, c'est pour ça qu'elle pète l'écran parce elle vit des trucs quoi. Ouais. Et on a travaillé le doublage ensemble d'ailleurs. Et c'était absolument génial. Quoi. Et une question que si j'ai certains de tes collègues à l'avenir qui font des interviews avec moi, je pense que je la poserai à tout le monde, c'est est-ce que tu t'es déjà dit, en arrivant sur un doublage, tu t'es dit: Je suis quand même face à un film, vraiment pas terrible», pour pas dire mauvais, quoi. Ça t'est déjà arrivé de cette sensation? Ça se voit très vite. Si tu veux, nous on travaille sur ce qu'on appelle une boucle, c'est-à-dire une unité dramatique qui fait entre 30 secondes et 1 minute 30. Mmh. On appelle ça une boucle parce que ça se réfère à l'époque où tu avais la pellicule et la bande magnétique. Ouais. Je parle de ça, enfin, l'autre siècle. Hein. Donc, et sur les grosses bobines, on devait les mettre en boucle, et associer les deux en boucle, et donc ça repassait en permanence et les comédiens enregistraient comme ça. Donc voilà, c'est un terme technique pour expliquer cette taille d'unité dramatique. Donc, quand toi, en tant qu'interprète, tu vois un comédien dont l'interprétation est coincée par un scénar qui fonctionne pas, tu le vois à la première boucle. Mmh, mmh. Et vous aussi en tant que spectateur, enfin je veux dire, tu zappes à la télé, t'écoutes 1 minute du film, tu sais ce qu'ils ont mis, la viande qu'il y a là. Est-ce qu'il y a de la viande ou s'il y a pas de viande quoi. Mmh, mmh, Est-ce mmh. que tu le sens très vite. Tu vois, il y a des comédiens qui pètent l'écran parce qu'ils sont vraiment en train de vivre un truc, quoi. Mais du coup, toi, derrière, ton taf, c'est aussi d'essayer d'améliorer, tout ça au final. Parce que l'acteur d'origine qui lui se retrouve bloqué là-dedans et qui peut pas délivrer un jeu, toi tu as peut-être la possibilité d'améliorer. Je sais que j'ai déjà vu des films où je me suis dit: «La VO est catastrophique» parce que, bah, l'acteur est complètement bloqué dans son truc et je me suis retrouvé sur la VF et je me suis dit: «Le mec a rattrapé le film». S'il y a pas la VF pour rattraper, je me retrouve avec un film un peu en dessous, quoi. Notre ambition, c'est de relayer la vie qui est là à l'image, Mmh. dans un langage avec les références françaises et culturelles françaises. Donc, euh, nous, notre job, c'est d'y mettre la vie. Après, si le film est pas bon et qu'on l'améliore, tant mieux. Mais c'est pas notre ambition première. L'ambition première, c'est tu vois, il y a quand tu as dans un récit, le récit est mal foutu, etc., t'as beau y mettre de la vie partout, si le récit est mal foutu, il est mal foutu. C'est Quoi. ça, mais oui, oui, oui. Voilà. Donc, mais oui, bon, c'est sympa de dire ça. Après, c'est pas tout le temps le cas hein, non plus. Hein. Parfois, Ouais. l'acteur VO est mauvais et du coup, ben l'acteur VF qui essaye de ramasser les trucs, ben il est aussi bloqué que l'acteur à l'écran. Voilà, c'est aussi le problème quoi. Mais au moins c'est fidèle. Voilà, là on pourra pas dire ouais, ça manque de fidélité la VF machin. Parce que bon, moi je suis pro VF. Tu connais cette histoire des anti VF, pro VF, hein, t'en as déjà parlé, je suppose. Non, non, je la connais mal parce que très honnêtement, ça dépend des circonstances. Moi, c'est évident que je ne vais pas aller voir un film de Woody Allen en VF. Ah bah non, 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 là c'est pas possible. Alors que les gars, mes collègues qui font du boulot, et j'en ai doublé des films de Woody Allen, ils font du très bon boulot. Mais moi, mon goût de spectateur, c'était d'avoir ce jus-là, quoi. Mmh, Tu vois. mmh. Et, mais aller voir un Batman, aller voir un Star Wars en VF, absolument. Oui. Et Mais plonger dans l'action, je vais être baigné dans le truc, je sais que le boulot va être bien fait, et waouh, je vais me laisser embarquer. Tu Mais vois. c'est vrai qu'il y a quand même, oui, il y a des films où la VF, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Disons que c'est moins intéressant. Par exemple, les Monty Python, je pense que c'est le meilleur exemple parce qu'il y a tellement de richesse dans l'écriture et même le fait d'avoir l'accent, tu te dis, bah, la VF, il va manquer quelque chose. Ou alors, j'ai vu des trucs, mais
tellement, mais vraiment débiles. Là, il n'y a pas d'autre mot. Des films comme Joyeux Noël, où t'as quand même Danny Boone qui est en train de... Tu sais, c'est pendant... Tu l'as pas vu? Donc en fait, c'est pendant la guerre 14-18, et puis ils font les Allemands, les Français font une trêve durant Noël. Et t'as Danny Boone qui s'embrouille avec un Allemand, sauf que, parce que c'est pour le nom d'un chat, il y en a un, il l'appelle Mistigris et l'autre Nestor, sauf que TF1 je pense que c'est TF1 qui a commandé une VF pour les Anglais, pour les Allemands et tout. Donc, là où t'as le quiproquo entre Danny Boone qui parle français mais qui ne comprend pas l'allemand et l'allemand qui ne comprend pas le français, ils parlent tous les deux français, Waouh. et tu te dis, bah en fait, t'as deux crétins qui se comprennent pas alors qu'ils parlent la même langue. Tu te dis, mais pourquoi avoir fait une VF Ah, Félix. Donc tu vas comme ça, mon vieux. Félix. Non, non, il s'appelle pas Félix. Mais non, oh, c'est Nestor. Non, c'est Félix. Mais non, c'est Nestor. C'est le chat de la ferme d'Elso. Mais non, ouais, je le connais mieux que toi quand même. C'est Félix. Mais non, c'est Nestor. Tiens, j'aurais pu. C'est Nestor. Félix. Nestor, regarde. Nestor. C'est Félix. Nestor. Félix. Nestor. Non, c'est Nestor, hein. C'est Nestor. Non. Félix. Non, Nestor. Il va côté français, Nestor. Il parle d'exigences de diffusion qui sont compliquées. Bah C'est oui, comme c'est pour la télé, toujours. c'est comme le fait de devoir découper une série. J'ai eu le cas quand j'avais doublé Unforgettable avec Dylan Walsh. La série passait en prime time et donc il y avait 2 épisodes et on ne pouvait pas, pour des raisons de diffusion, suivre la continuité de la série. Parce D'accord. que t'as des épisodes qui étaient ultra violents qui ne peuvent pas être diffusés à 20h30. Oui, bah oui. Et c'est la problématique d'une grille de diffusion où tu mets 2 épisodes à la suite l'un de l'autre. Forcément, tu vas être dans cette problématique de diffusion. Et c'est le gros avantage des plateformes, c'est que open bar, quoi, plateforme, tu regardes quand tu veux, c'est toi qui décide. Mais pour des raisons de diffusion, t'as ce besoin-là. Et c'est légitime. Donc ça, effectivement, c'est des fois, ça met des créations dans des situations hyper problématiques, quoi. Oui, surtout que j'avais vu Joyeux Noël en salle, donc comme je connaissais la version sans la VF, ça m'a vraiment choqué. Mais en fait, là, pour ce film-là, je me demande si c'est juste parce que TF1 se dit oh, nos spectateurs, ils vont avoir la flemme de lire des sous-titres. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu cette idée-là, quoi. Oui, parce que l'audience TF1 Prime Time ne lit pas les sous-titres. Bah ouais, mais c'est dommage, tu perds toute l'essence du film, en fait. Donc, Oui, alors je peux pas en parler, j'ai pas oui, vu tu l'as pas vu, oui. séquence, quoi, tu vois. Mais c'est légitime, hein, c'est pas son audience. Donc normal qu'elle le fasse. Tu vois. Et j'avais une question, bon, ça fait quand même 20 ans hein, que t'es dans le métier, hein, mine de rien. Ça fait 28 ans que je suis 28, oh 28, oh là là. Et est-ce que ces dernières années, est-ce qu'il y a des choses dans le travail de doublage où tu te dis, avec tu sais, cette réflexion de vieux con en mode c'était mieux avant? Est-ce que tu as cette réflexion du c'était mieux avant sur certaines choses? Oui et non. Je te donne 2 exemples. Ce qui a révolutionné le métier, c'est l'arrivée du numérique. Oui, bien sûr. Schématiquement. Ça nous permet de... moi, quand j'ai commencé, on n'était pas encore au numérique. En 93, mes premiers doublages, en 93, on était avec les bandes magnétiques et puis la bande pellicule derrière. Et puis très vite est arrivé ce qu'on appelait le DD 1500, qui était un enregistreur magnétique avec des grosses bandes avec plein de pistes. Et donc, là, on travaillait, si tu veux, tu jouais ta scène, il y avait le temps du rembobinage pour qu'on discute avec le directeur artistique et qu'il te dise, tu vois, à tel moment, il joue comme ça, il y a ça, et là, tu l'as pas eu, et hop, et on repartait. Donc, il y avait un temps de digestion et un temps de travail d'interprète qui était nécessaire. Aujourd'hui, l'ingé son, il appuie sur 2 boutons et hop, on se retrouve au début de la boucle. Ouais. Et on repart. Donc tu vois, donc le temps d'analyse il est moins facilement organique. Il doit l'être, mais il est moins facilement organique. Donc quand tu bosses sur une série où il faut aller vite, là, ça commence à poser un problème. D'accord. Mais Ok. quand
Et sur le 35 mm, sur les films, pellicules, on a le temps pour travailler. Donc, ça change, ça n'a pas énormément changé. Il y a quelque chose qui a énormément changé, c'est notre utilisation du langage. J'entends beaucoup dire que les années 60, c'était fabuleux, on comprenait tout, les voix étaient hyper posées, etc. Mais on ne parle plus aujourd'hui comme on parlait dans les années 60. Si on vous fait un doublage d'une série DC Comics avec cette netteté de propos, cette façon posée d'articuler les mots et de construire les phrases avec cette syntaxe-là, ça va vous saouler grave, quoi. Oui, à moins que tu refasses un reboot de la série Batman des années 60 avec Adam West, quoi. Par exemple, où tu reprends les mystères de l'Ouest et tu refais une version française parlée aujourd'hui, ça sera aussi bien parce qu'on avait cette façon de parler. C'est ça. Parce que là, d'un point de vue... faut dissocier ce qu'on aime dans ces anciens doublages et ce qu'on aime aujourd'hui. C'est il y a vraiment les deux choses. Aujourd'hui, il nous arrive de parler beaucoup plus vite qu'avant. Ouais, totalement. Dans les conversations ping-pong, tu prends un film d'ado aujourd'hui, ça fight, quoi, ça y va, ça dépote. Et t'avais pas ça dans les années. Ça ne veut pas dire qu'ils parlaient doucement avant, mais ils avaient une façon de poser le discours qui était très différente. Ouais, totalement. Et donc ça change le matériau sur lequel on travaille en doublage. Et c'est pas forcément parce qu'on dans les années 60, on faisait du meilleur doublage. Tu vois ? Non, c'est juste que c'est différent, voilà, c'est ça. C'est très différent pour plusieurs paramètres, oui. Dont celui-là. Et celui-là est quand même vachement important. Écoute, je pense qu'on arrive au bout de cette interview. Je te remercie encore, Philippe. Vraiment, ça fait... Pour ceux qui nous regardent, certes, là, j'ai l'air un peu à l'aise, mais la première fois que je t'ai eu au téléphone, non, mais tu sais, c'est le fait de t'entendre depuis des années, tu vois, de dire putain, cette voix je la connais, en plus, enfin, tu vois, Batman, voilà quoi. Et, en dehors de Vacances sur Terre, est-ce que t'as de l'actu dont t'as envie de parler peut-être? Malheureusement, je peux pas parler de ce que je suis en train de doubler en ce moment, parce que c'est confidentiel. Mais il y a des choses géniales qui arrivent. On en saura un peu plus dans quelques semaines peut-être. Voilà, un ou 2 mois. D'accord. Non, ça va très vite. Certains diffuseurs vont très vite. Oui. Donc, la puce à l'oreille sur ce que c'est. Mais mon gros travail cette année, ça va être la préparation de mon personnage sur Vacances sur Terre. Parce qu'on commence à tourner en mai. Et faut pas blaguer, ça va venir vite. Le personnage il y a plein de choses à jouer. Rien n'est attendu. C'est un gros travail. Moi, j'en suis très content. On se revoit l'équipe là à partir de la semaine prochaine. On redémarre, pas forcément les répétitions, mais en tout cas, on va recommencer le travail de fond. Je sais pas comment Igor va nous planifier les répétitions, mais le gros challenge de cette année, c'est ça. Faut savoir aussi qu'il y avait des projets théâtre, mais qui ont été avortés ou qui sont en stand-by, on ne sait pas, parce que on est en train de voir là comment démarre la saison théâtrale, c'est compliqué. Moi, je vais au théâtre encore, mais des fois, je vais dans des salles qui sont pas très garnies. Donc, heureusement, il y a des salles qui sont très garnies et ça marche. Mais voilà, on croise les doigts pour que le moral des Parisiens, parce que pour le moment, moi, je travaille à Paris, mais le moral des Parisiens soit bon. Je sais qu'en province, ça tourne. Il y a des troupes qui tournent et que ça marche. Les gens vont au théâtre, donc youpi, quoi. Et oui, je désespère pas de retourner très prochainement sur scène. Également. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite et je suis vraiment impatient de voir Vacances sur Terre. Donc vraiment, pour Vacances sur Terre, les gens qui nous regardent, allez voir la page Hello Asso. En plus, les contreparties sont vraiment cool. C'est-à-dire que même quand tu donnes de l'argent, bah, tu reçois quand même beaucoup, je trouve. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette page. L'idée, c'est vraiment de créer une team, quoi. C'est ça, voilà, c'est qu'on soit tous un peu les parents de ce projet, finalement, tu vois. C'est un peu ça aussi l'idée, quoi. Tu vois, j'ai mon ami Tarek Boudalik, là, qui est en train de faire la promotion de son film qui sort
hier, 30 jours max. Ouais, Et ouais. il a sillonné la France. Il a fait des avant-premières partout en France pour créer cette dynamique parce que c'est son public. Et c'est génial ce qu'il fait comme boulot. Donc nous on a envie d'être un peu dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que forcément, bon si on a une diffusion en salle, ce sera absolument génial, mais forcément on va faire des avant-premières en salle parce que la qualité du film sera qualité salle de ciné. Il y a Oui, de aucun toute doute. façon, en plus, Igor me disait, hein, ça va être filmé en 2:35, donc évidemment que c'est fait pour le cinéma, quoi. Donc, Voilà. Donc il n'est pas exclu qu'on fasse des avant-premières un peu partout pour s'éclater quoi et puis faire vivre le truc. Ouais, on a de l'ambition. ouais, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc encore merci Philippe, voilà. C'est un plaisir. Mais j'espère qu'on se croisera justement peut-être quand pour des avant-premières de ce film. Je te remettrai- Comment? Je te remettrai ton mug. Ah oui, je veux le mug. Et donc, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et oui, YouTube, c'est comme ça que ça marche. On remercie encore Philippe. Si vous avez des questions à poser, pourquoi pas à Philippe, en commentaire. Oui, C'est voilà. jamais, hein, si un jour t'as le temps de répondre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis voilà, on se dit à la prochaine et je te remercie encore. Salut! Merci à vous. Ciao.